Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée incroyable, une véritable battante qui a transformé la défaite en une force. J'ai nommé Milly Pat, pâtissière passionnée qui m'ouvre les portes de son parcours, marquée par la douce saveur du sucre, mais aussi par l'amertume d'une faillite. Cet épisode est un témoignage puissant sur la résilience, la reconstruction et le courage de se relever. J'ai discuté avec elle de tout, de la passion, des défis de l'entrepreneuriat et de ce long chemin pour se reconstruire. J'espère que ce moment d'échange vous touchera autant qu'il m'a touchée. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue sur Côté Canap. Comment tu vas? Ça va? Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. Je suis, pour le moment en tout cas, je ne suis plus pâtissière. Je suis toujours, puisque je l'ai été avant, je suis toujours professeure de danse et de fitness et professeure d'éducation artistique dans le secondaire. Tu as une patte créative, on le sent, donc dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je voulais un petit peu développer justement cette patte pâtissière. Tu étais à la tête de Milly Pat, que tu as créé, je pense, en 2014. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce projet, comment il est né, comment ça t'est venu cette passion de la pâtisserie? Ouais, je vais pas dire que c'est un peu comme tout le monde, mais toute petite, j'ai forcément eu envie de faire des gâteaux au chocolat. J'ai toujours eu beaucoup effectivement de créativité, d'envie, et j'ai une grand-mère qui était extraordinaire, c'est-à-dire qu'à chaque anniversaire, elle se surpassait sur les gâteaux. Et donc j'avais droit à des trains, à des personnages, des fois le plateau était tournant, enfin il y avait toujours une magie en fait à travers le gâteau d'anniversaire. Et ça a toujours été symboliquement pour moi un moment que j'attendais et qui m'a beaucoup donné envie en tout cas. C'est vrai que le côté inspirant était déjà là très petite. Et après, le côté, je vais pas dire manager, mais on va plutôt parler de plaisir de partager. Et ce qui m'a donné aussi beaucoup envie de faire des ateliers, c'est que dès mon enfance, j'ai drillé les autres à faire des gâteaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, mes amis et moi, on faisait des gâteaux au chocolat, des crumbles aux fruits. Parce que n'importe quel ami d'enfance à qui tu poses la question, il te dira ce qu'il a fait avec moi, parce qu'à chaque fois, j'ai fait non, on fait le dessert, on fait le goûter, on fait ça. Et à chaque fois, j'ai toujours eu ce plaisir de partager ce que moi j'aimais, d'inclure les autres avec moi. En tout cas, pour ma part, c'est hyper important parce que la pâtisserie pour moi c'est vraiment un truc qui se partage. Et donc depuis toute petite, oui, j'ai toujours kiffé vraiment être avec les autres dans ce type de moment-là et apprendre et avoir un échange au-delà de la pâtisserie. Exactement. Et t'as fait des études en fonction de ça? Pas du tout, parce que j'avais deux passions, j'avais la danse également. Donc là, j'ai vraiment poursuivi la danse à fond. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai essayé 1000 trucs. Après, si je suis prof d'éducation artistique, c'est pas pour rien, j'ai aussi été très manuelle. Quand j'ai testé beaucoup de choses différentes au niveau de la danse, j'ai voulu devenir prof de danse. Je pense qu'à peine arrivée en secondaire à 12 ans, je donnais déjà cours de danse à l'école sur les temps du midi pour les spectacles qu'on faisait à l'école. Donc j'ai toujours eu un côté très artistique. Ouais. Deux casquettes séparées, mais dans un univers très créatif. Exact. Après, j'ai un papa humoriste qui était sur scène, ça aide aussi. J'ai une maman qui est aussi beaucoup au fourneau, qui cuisine très bien. Donc je pense qu'il y a un petit mélange de ça aussi. Et l'inspiration de la grand-mère entre deux. Donc voilà, il y avait la stimulation un peu partout. Mais c'est vrai qu'en choix d'études, c'était vraiment pas évident parce que je dis pas qu'en Belgique on n'a pas 1000 talents qui ont percé partout, mais c'est vrai que me dire est-ce que vraiment que ce soit en danse, en théâtre, il y avait plein de choses au niveau artistique qui étaient assez fou mais que j'aimais bien. Je trouvais que c'était pas évident de me lancer et au final j'ai fait le graphisme, l'infographie et la publicité à Mons, qui est une ville que j'ai adorée. C'est aussi pourquoi il y a eu une boutique Milly Pat pendant plus de 6 ans à Mons. Directement après mes études, je me suis pas lancée dans le métier directement. En fait, j'ai voulu passer mon CAP pour être enseignante, qui est vraiment ce que je trouvais bien avec ce principe-là, c'est de se dire qu'on a un diplôme pédagogique qui se rattache à nos formations. Ça m'a permis du coup de devenir professeur de dessin dans les écoles, donc ça c'est vraiment chouette et j'ai toujours professé, j'y suis toujours, j'ai jamais lâché. Mais par contre, ça m'a permis aussi de me dire, j'ai pas fait un ballet, j'ai pas fait un conservatoire, j'ai pas un diplôme précis dans une danse précise. Tout, je faisais beaucoup plus de danse urbaine que de classique ou autre chose, mais au moins j'avais un diplôme pédagogique et je trouvais que c'est hyper important que ce soit en pâtisserie, en danse, etc. de montrer qu'en fait cet aspect-là qui me tient à cœur, je l'ai certifié. J'ai fait ça pendant on va dire les premières années de vie pro. J'ai mélangé donc le fait de chercher du travail en tant que professeur de dessin, d'avoir des heures de danse. Je faisais quand même 15 heures par semaine à un moment donné. Je me suis formée en fitness pour compléter ma formation et découvrir toujours des nouvelles choses qui me branchaient dans ce domaine-là. Et tous mes temps libres, je les passais à pâtisser tout le temps. Ouais. J'avais une acolyte de dingue, Marine, copine avec qui on était toujours occupés à chercher de nouvelles recettes, un nouveau machin. De fil en aiguille, à créer une gamme de cupcakes parce qu'elle m'avait dit non mais faut essayer ça. Et puis j'ai dit oui mais bon, je pensais vraiment que c'était un truc qui était éphémère et pourtant ça date d'il y a au moins 15 voire peut-être même plus parce qu'on a quand même fait ça une paire d'années avant que je lance l'entreprise. À ce moment-là, le cupcake et l'effervescence. C'était fou, puis moi ça m'intéressait pas, parce que j'aime pas quand il y a trop de crème sur un gâteau, faut le rendre plus créatif, plus intéressant, faut mettre un cœur à l'intérieur, faut venir avec une déco qui est sympa.
sympa. Faut faire des trucs belges parce que le Cubert, c'est chez nous par exemple. Enfin, je suis vraiment venue du coup avec, on est parti, j'adore. Donc j'ai cherché une crème qui était plus légère. Je suis partie dans tout ce qui était culture anglo-saxonne. J'ai commencé à chercher un petit peu dans ce qui pouvait être différent de ce qu'on connaissait, tout en restant le produit qui attire. Mais c'est vrai que j'ai cherché à faire autre chose, aller un peu plus loin. Est-ce que c'était déjà dans un but de le commercial? Non, pas du tout. C'était du partage. Vraiment, je suis, ouais, non, au début, non, ouais. Ah oui, non. J'ai beaucoup partagé avec mes amis, les gens autour de moi, voir comment faire mieux. Ça a toujours été ça. La première chose que j'ai lancée, c'est une page Facebook, mais donc ça date vraiment aussi de longtemps. Et c'est mon grand-père qui a trouvé le nom Millipat, enfin Milly avec un Y pour Émilie, parce que de base je m'appelle donc Émilie avec un Y, et Pat pour pâtisserie, pour faire Émilie pâtisserie. Donc je trouvais que Millipat, bon, c'était mignon. On pensait à Millipat, on avait un petit peu rigolé. Mais après au final, j'ai pas trouvé d'autres noms. Je voulais pas faire les délices 2, les cookies 2, les cupcakes 2, parce que je me dis, si dans 5 ans on parle plus de cupcakes, je voulais pas qu'il y ait un lien que avec ce produit-là, parce que même si sur le coup c'était un peu mon produit chouchou que j'aimais beaucoup travailler, je m'étais dit bah non, je préfère un truc qui est court, qui est facile à retenir, mais qui peut être très large. Millipat est né de ça, mais c'est une petite page Facebook où je partage les recettes que je faisais avec les gens. Et puis en fait, j'ai vu que beaucoup de gens demandaient ce qu'on peut apprendre. Et là, je me suis dit bah ma foi. Donc j'ai enseignant. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai lancé une ASBL qui s'appelle Millipat, qui existe toujours. Cette structure-là m'a permis d'évoluer en quelques années, de me rendre compte qu'en fait, les gens étaient vraiment en attente de ça, alors que je n'y pensais pas du tout. Donc j'ai donné cours d'abord au domicile d'une amie. J'ai donné cours dans le restaurant L'Épicerie, qui est génial à Tournai. Je t'ai connue là. Tu m'as connue là. Ah ben voilà. J'ai donné cours en étant enceinte jusqu'aux dents. Enfin, j'ai fait comme ça différentes choses, des super expériences, et on commençait à me dire, est-ce que tu peux me faire un gâteau, des cupcakes, des commandes? Et j'y vais pas du tout. C'est une ASBL d'atelier. Et c'est vrai que ça ne me payait pas une ASBL, il n'y a aucun but lucratif. Il n'y avait rien de commercial vraiment profondément derrière tout ça. Et puis c'est vrai qu'après quelques années, malgré l'envie de quand même vouloir me lancer, il y a toujours la famille, les amis. Oui, mais Émilie, les cupcakes, c'est éphémère, c'est une mode, etc. Puis c'est vrai que c'est quand même super risqué aussi de se lancer en indépendant, on va pas se mentir. Et puis un jour, je me suis dit, bon, et si je lançais un crowdfunding pour voir si les gens me suivent ou pas, et si on peut continuer cette expérience ensemble, en sachant que si je lançais un commerce, j'avais fait un petit calcul comme ça avec ma cousine est comptable, elle m'a aidé tout le long. Et je lui ai dit, écoute, voilà, si j'arrive à vendre, on sait jamais, hein, je vends un gâteau par semaine et je vends 20 cupcakes par jour. Et mettons, je fais ça et je fais autant d'ateliers. Est-ce que tu penses que ça tient la route? Enfin, j'avais vraiment basé en pensant de pas du tout cartonner. J'étais vraiment sur un petit, je voulais vraiment viser petit. Donc j'avais dit, je suis toute seule et en plus j'ai tombé enceinte. Donc du coup, je savais que j'allais avoir un bébé, donc je voulais ouvrir que 3 jours semaine. Enfin, je voulais vraiment voir ce qui était jouable ou pas. Et elle me dit, oui, ça va aller. C'est sûr qu'on savait bien que ce serait pas un truc de fou, mais c'était jouable. Donc je me dis bon, alors je lance un crowdfunding pour m'aider. Donc je pense que j'avais demandé 4 800 € et j'ai obtenu 5 200. Donc les gens étaient au-delà de ce que je pensais. Un vrai succès. Donc je me suis dit, donc là ça me paye une petite cuisine, ça me permettait de m'engager sur un bail qui était pas trop cher, qui était au coin de la Grand Place, que ma première petite boutique était prête, j'ai eu tout plein d'aides, d'amis. Enfin, ça a vraiment été un projet. Quand je l'ai monté, quand j'y repense, c'est un truc de fou. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un rêve qui naît, et en même temps, bon, quand il est collectif et qu'il y a plein de gens derrière toi, c'est encore 10 fois plus beau. Mais c'est vrai que j'avais cette petite base de me dire, bon, les gens m'ont suivi jusque là, donc je suis confiante, ça va aller. Mais après, voilà, il y avait plein de choses en même temps. C'est de me dire, bon, est-ce que je lâche mes autres boulots? Et en fait, j'ai jamais fait. Même t'as toujours continué. Toujours. J'ai diminué quand même, mais je n'ai jamais lâché mes autres activités. Ça a été trop, mais j'ai jamais lâché. Je m'étais dit, bon, j'ai une base derrière, j'ai encore mes heures. Si vraiment ça va pas grave, ce sera ma passion. S'il y a bien un truc dont je me souviens, c'est le jour où on a lancé le truc. C'était les 3 mois de mon bébé. J'ai lancé ça ce jour-là parce que je me dis, bon, allez, je peux le faire après 3 mois, je vais tenir le coup. Je me vois appeler ma comptable en pleurs et en lui disant, je pense que j'avais fait 5 fois le chiffre que ce que je pensais faire. Et jamais j'aurais cru ça. Donc j'ai eu un élan de me dire, punaise, je l'ai appelé en disant, t'imagines, on avait dit 20 cupcakes, j'en ai vendu au moins 100, ouais. Je savais plus comment faire. Enfin, j'étais dans une folie furieuse et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le concept de la boutique que tu as ouvert pour ceux qui nous écoutent? Oui. Qu'on connaisse ou pas, en fait, l'idée que moi j'ai de la pâtisserie, c'est que j'avais pas envie d'être dans une boulangerie standard. C'est-à-dire que j'adore les boulangeries, les pâtisseries. Ce que je voulais vraiment, c'était me différencier, surtout en termes d'univers. J'avais envie que quand les gens viennent chez moi, ils soient dans une parenthèse hors du temps. Et donc je voulais quelque chose qui était pas moderne, et je voulais pas quelque chose qui change. Souvent dans beaucoup de boutiques, pas spécialement que des boulangeries, on voit les thèmes de Pâques, de Noël, enfin tout le monde customise un petit peu en fonction de ça. Et c'est pas que j'avais pas envie de customiser parce que j'adore, mais je voulais en fait que quand on est chez moi, c'est pas Noël, c'est pas Pâques, c'était juste on est complètement ailleurs, le temps de boire un thé, le temps de prendre un cupcake, etc. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'idée d'Alice au Pays des Merveilles, que j'aimais beaucoup.
mais c'est pas mon chouchou, mais qu'il est devenu parce que j'ai trouvé le thème passionnant dans le sens où forcément il y avait le non-anniversaire. Et pour moi, le cupcake symbolise le non-anniversaire. C'est-à-dire que c'est un petit gâteau. Donc c'est-à-dire que c'est que pour toi. C'est pas ton anniversaire, mais t'as envie de te faire plaisir. Et donc je trouve que c'est un peu ta petite fête à toi. Aujourd'hui, t'as décidé que tu te faisais plaisir, tu prends une demi-heure, une heure rien que pour toi. C'est un peu ton non-anniversaire. Je trouvais que ça matchait super bien. Quand je suis partie de là, j'ai vu qu'il y avait forcément tout l'univers de la longue table du chapelier toqué avec le thé. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que là, on a un concept qui tient la route et qui peut emmener, je pense, beaucoup de monde. Parce que si on le rend complet, on peut faire quelque chose de bien. Et donc, j'ai créé pour chaque cupcake un nom qui venait de l'univers d'Alice. J'ai fait 3 nuits blanches, je crois 2 ou 3 nuits blanches, à chercher tous les prénoms de chaque personnage, parce qu'il y a toutes les petites fleurs dans le fleuries. Il y a tellement de personnages différents dans ce dessin animé, aussi dans le roman de base. Puis j'ai cherché les adaptations. Enfin, j'ai vraiment essayé d'aller partout pour trouver tous les petits noms possibles, histoire que quasiment toutes mes pâtisseries puissent porter du coup un nom dans l'univers d'Alice. Et après, de chercher comment faire des décors, que ce soit dans les toilettes, sur le plafond. Et c'est vraiment de rendre l'univers complet au niveau du décor. Et tu peux décrire justement qu'est-ce qu'il y avait dans cette boutique, un peu d'atypique? Ouais. Non, ce qui était génial, c'est qu'il y avait donc au sol, il y avait une zone qu'une dessinatrice qui est vraiment géniale. Elle avait créé vraiment comme si on tombait dans le terrier du chapelier toqué. Donc c'est vraiment comme si on allait tomber en fait dans le trou du lapin blanc et suivre le chapelier dans l'aventure. Donc on voyait tous les éléments d'Alice et on sentait vraiment qu'on tombait dedans. Donc passer à cet endroit-là au niveau du sol te donnait l'impression que tu pouvais partir vers quelque part. T'avais au plafond les jambes d'Alice qui pendaient avec une partie de sa jupe et de son tablier. On savait pas si le dessus était l'étage du dessus ou pas dans l'idée. On avait des grandes planches avec plein de très vieilles cartes. On avait plein de clés dans tous les sens. J'avais un très 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 beau jeu d'horloge ancienne et de mécanismes, de mécanismes anciens qui étaient sur un des murs. Et après, pour retrouver le lien avec la pâtisserie au niveau de la devanture de toutes les boutiques, à chaque fois l'idée c'était de trouver des vieux moules à pâtisserie, mais dans lesquels on trouvait des symboles de clés, de lapins, de cœurs, donc tout ce qui était cartes, piques, etc. Et donc de mélanger le côté précieux de la pâtisserie mélangé au côté vintage d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça c'était vraiment très 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 gai. Il y avait plein de petits détails comme ça. Et au niveau des salons de thé aussi, donc les lampes c'était des théières qui pendaient de différentes tailles. Il y avait aussi des cadres photos avec des gens qui prenaient le thé. Il y a beaucoup. J'ai passé mon temps à chiner pendant des années à retrouver un nouveau petit fauteuil à l'ancienne, aller chez des gens qui vivaient des vieilles maisons. Et c'est vrai que c'est que la porcelaine dépareillée. Enfin, à part les couverts que j'ai dû acheter dans un magasin standard, mais en prenant ce qui faisait le plus vintage possible. C'est vrai que tout était pas loufoque, mais dépareillé tout en étant précieux, joli. Et je me souviens d'un détail dans une toilette aussi. Dans le sous-sol, il y avait les jambes d'Alice. Ouais. C'était vraiment le moindre détail. Moi, m'a marqué. Parce qu'on se dit pas que dans le sous-sol, on va aussi avoir de la déco. Non. Et du coup, si tu parles de celle-là, c'est-à-dire que c'est la première boutique. Et donc, la première boutique dans le sous-sol, il y avait aussi bêtement des simples portes pour moi ranger mes affaires derrière. Et on avait customisé les portes. On les avait repeintes. Une amie avait fait ça grand talent. Donc, on avait mis la petite poignée là que Alice saisit où elle doit manger pour devenir grande ou rétrécir, etc. On avait vraiment mis plein de... T'avais une longue table aussi. Oui, très longue table en bois, vraiment un tronc d'arbre aussi qu'un ami menuisier avait fait. Vraiment, j'ai eu tous les talents qu'il a fallu en tout cas pour m'aider. Après, j'ai eu une décoratrice d'intérieur qui m'a aidée en point de départ pour dire au niveau code couleur sur les murs, etc. aussi comment bien agencer les choses. C'est elle qui a fait toute la composition d'ailleurs aussi au niveau des horloges, etc. Et après, une fois que j'avais plus ou moins un modèle, là j'ai pu moi travailler tout seul pour dupliquer dans les autres commerces. Et comment on fait pour gérer comme ça un lancement de boutique? Tu venais d'avoir un petit bout, tu continuais aussi toutes tes activités. Comment tu gérais ça? Tu dors encore la nuit à ce moment-là? Non, mais après je pense pendant 10 ans j'ai pas dormi, on va pas se mentir. Mais je pense que quand la passion elle est là, personne te le dit sûrement, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on compte pas les heures. Je pense toi aussi. C'est vrai que le moment pouvait paraître absolument pas opportun, mais je venais de signer mon bail commercial et 2 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais juste reporté l'ouverture de la boutique pour être sûre d'avoir au moins mes 3 mois. Alors je ferais que des ateliers en attendant pour dire de quand même payer le loyer. On avait fait tous les travaux et ça n'a pas ouvert pendant plusieurs mois parce que je voulais terminer ma grossesse et être sûre que je me lançais un peu plus sereine, de me dire que c'était après les 3 premiers mois de bébé. Et j'étais quand même très 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 euphorique et j'ai cru qu'en fait, un bébé c'était facile puisque c'était mon premier. Donc j'avais aménagé dans le fond de la boutique un petit lit. Il y avait une petite balancelle, j'avais pris un porte-bébé. J'étais sûre qu'en fait il allait rester sur moi, à dormir, à faire aucun bruit, qu'il ne me demanderait pas du tout, qu'en fait tout se passerait très bien. C'est vrai que les premiers mois de lancement ont été très 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 rococo. Je me vois appeler ma mère pour dire, en plus j'allaitais, je me vois appeler ma maman pour dire il faut que tu viennes me remplacer, j'ai plein de clients qui l'attendent et en fait il s'appelle Soumaï mon fils, Soumaï pleure et je dois lui donner le sein. Et je veux dire je me vois donner le sein discrètement dans un coin de la boutique pour laisser ma maman gérer ou copine ou à l'arrache le temps de... Mais t'étais toute seule quand j'étais toute seule. Ouais.
Et j'étais toute seule. T'as continué aussi à faire les ateliers Oui, j'ai tout tenu. Je tenais que, on va dire 3 jours par semaine dans le commerce et je gardais un jour en moyenne pour les ateliers. Et comment tu t'organisais pour créer en même temps tes pâtisseries et en même temps ouvrir la boutique? Je sais même plus. Vraiment, tu sais que maintenant, avec le recul, là, ça fait un peu plus de un an et quelques mois que c'est fini. Il y a plein de fois où je me dis, je sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai tenu ce rythme, que ce soit en création ou en suivi. Parce que c'est tout ce qu'en indépendant que la partie pénible, c'est la partie administrative où il y a plein de choses à faire et c'est le boulot qui est caché, on s'en rend pas compte, on fait toutes les journées entières, puis le soir, tout tombe dessus, il y a énormément de choses à abattre qui sont pas très chouettes, mais vu que le reste prend le dessus, on s'en fout, mais c'est vrai que ça fait partie d'eux. Mais la partie création, heureusement, j'avais beaucoup créé avant, comme je t'avais expliqué pendant mes temps libres avant de me lancer, mais c'est vrai qu'après, il a fallu créer tout le temps. J'ai passé énormément de temps dans mes livres de pâtisserie la nuit, à la maison, à faire des essais. Encore maintenant, tous les jours, je suis toujours occupée à essayer de faire des essais, je pense que ça fait partie de moi, mais c'est vrai que c'était dans les moments off et donc c'était devenu de plus en plus rare ou de plus en plus tard. Donc c'est vrai que au plus j'y pense, au plus je me dis que dès le départ j'aurais dû fonctionner, soit avec plus de gens autour de moi ou avec, d'une autre manière en tout cas pour dire de m'en sortir en sommeil, mais j'étais hyper jeune, j'étais hyper motivée. Si j'étais à refaire, tu demanderais plus d'aide peut-être? Je sais pas parce qu'en fait les employés sont devenus malheureusement un budget de dingue. Ces dernières années ça avait tellement augmenté, c'était un truc de fou. Mais sinon oui, je pense qu'être entouré des bonnes personnes, c'est quelque chose qui peut vraiment aider un projet à bien grandir. Moi j'ai voulu faire grandir mon bébé toute seule. Jusqu'au bout, je l'ai tenu toute seule. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments quand ça s'est décuplé, quand il y a eu 3, 4 endroits, de se dire en fait en général, Émilie, les gens ont des associés, des gens derrière eux, etc. Et je maintenais que je voulais être partout et je voulais tout maîtriser pour que ça reste comme moi je l'ai créé. Et donc je voulais pas que quelqu'un d'autre ait la main dessus, je voulais pas prêter, je voulais pas laisser, je voulais pas. Difficile de déléguer. Très compliqué. Ouais, autant déléguer dans les boutiques, avoir des personnes qui étaient responsables, en qui j'avais confiance, que j'avais formé, etc. C'était quelque chose qui était devenu possible et ça l'était, mais ça restait des employés qui étaient derrière moi. En termes de décision, de créativité, de choix, etc., j'étais restée toute seule. C'est quelque chose de difficile, je le constate ici. J'ai déjà interviewé Jessie, comme tu sais, et c'est le même discours. C'est difficile de déléguer son bébé une fois qu'on crée quelque chose. C'est difficile, oui. Après, sur la fin, je t'avoue que, j'irai les 2 dernières années, une fois que Millipat était implanté dans plusieurs villes et que j'avais un gros entrepôt de pâtisserie pour dire d'avoir à un seul endroit la production et de l'envoyer chaque jour en boutique. On avait dû faire beaucoup de choses qui étaient, quand je dis de l'administratif, ça fait bizarre administratif en pâtisserie, mais on avait vraiment dû définir telle perle à tel endroit, telle couleur. On avait vraiment codifié presque chaque chose qui se faisait parce qu'on avait dû le faire également pour l'AFSCA. Donc je montrais aux filles comment on faisait et pas du tout, j'étais pas du tout dans le c'est comme ça, tu respectes tel truc. Et là c'était devenu le cas les 2 dernières années. Donc c'est vrai que à ce moment-là, une fois que tout était codifié, c'est vrai que dans ma tête c'était tout va être respecté puisque maintenant je dois plus être derrière à 100%. J'ai eu beaucoup plus facile à déléguer, puis j'avais une équipe en laquelle j'avais complètement confiance. Elle savait travailler sans moi, j'avais plus besoin de demander tous les jours comment ça se passait, etc. Il y avait une confiance qui était là, je savais que la relève était là aussi. Mais c'est vrai que si ça avait continué, en tout cas, je pense que j'aurais dû prendre des personnes pour m'aider. Et le fait de grossir comme ça, donc 3 boutiques, un entrepôt, finalement, est-ce que tu as encore le temps de pâtisser vraiment pour le client? Ou alors tu avais plus cette casquette manager, gestion d'équipe, gestion de stock et administratif finalement? Est-ce que ça te plaisait cette casquette-là si c'était le cas? C'est vrai que c'était devenu très compliqué. L'entrepôt est arrivé pour ça. Quand il y avait que, entre guillemets, Mons et Tournai, je gérais les 2 endroits, même si à ce moment-là, il a fallu mettre une responsable par boutique. Donc mes employés les plus anciennes, et c'est là en qui avait le plus confiance en tout cas, ont pris de l'aisance, de l'importance et me disaient comment se passait les choses. Donc il y avait vraiment une chouette transparence. Mais une fois que j'ai rajouté hâte et que je devais du coup ramener des courses, parce que quand on travaille dans l'alimentaire, on est perpétuellement en train de faire des courses. Quand j'étais la seule personne à forcément acheter, stocker, je me retrouvais à faire des transports entre les 3 villes au quotidien. C'était vraiment effectivement devenu ce que tu viens de dire, une seconde casquette qui est beaucoup moins drôle que celle où tu es dans ton petit commerce, où tu rencontres les gens, tu papotes avec les gens, ils t'expliquent ce qu'ils aiment bien, parce que moi c'est ça que j'adore, c'est partager avec les gens. Et après de pâtisser, qui est de base ce pourquoi j'ai créé Millipat. J'avais toujours les ateliers. Les ateliers m'ont toujours animée et c'est vrai que jusqu'à la fin, j'ai maintenu ça le plus possible pour garder des moments avec les gens et savoir que pendant ces 2 heures-là d'atelier, je pâtissais, j'étais 100% avec les gens, je m'occupais de rien d'autre et j'avais pas 10 000 appels parce que mes employés savaient que quand j'étais en atelier, on pouvait pas me contacter. Il y avait pas de rush, d'urgence, de soucis, c'était un moment un peu hors du temps et ces moments-là, je les ai toujours gardés le plus possible. Donc pour quand même garder cet aspect créatif là. Ouais. Pourquoi avoir créé d'autres boutiques? Est-ce que c'était ta volonté ou est-ce que c'était parce que tu as eu beaucoup
de demandes. Je t'avoue que changer d'endroit à Tournai a été la meilleure décision à ce niveau-là, ça c'est sûr. J'avais une toute petite boutique, elle était très bien située, mais elle était à l'angle de la Grand Place, et en déménageant juste donc de deux commerces, puisqu'il y avait l'angle et puis l'autre côté, en étant sur la Grand Place au numéro 1, j'ai eu un bâtiment entier, on a tout refait, ça a été des travaux de dingue, mais le fait d'avoir investi dans quelque chose de beaucoup plus grand qui a permis d'avoir plus de monde sur place, d'accueillir des ateliers aussi à l'étage, etc., de vraiment faire un truc complet, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment rempli, parce que je suis passée du petit projet quelque part au beau et gros projet, parce que c'était porteur et c'était très chouette. Mons, c'est arrivé très vite quand même, puisque je pense que ça arrivait après la 3e année de Millipat. C'est vrai que beaucoup de gens de la région de Mons, Charleroi et Lille, donc tout ce qui était plus ou moins à une demi-heure, voire un peu plus de distance, venaient jusque Tournai. Et beaucoup de gens me demandaient effectivement de venir sur Mons. Enfin, Mons c'était une évidence parce que j'ai fait mes études là pendant 3 ans, que j'ai adoré cette ville vraiment, et que je sais que je m'étais toujours dit dans un coin de ma tête que c'était un endroit où peut-être pas vivre, mais en tout cas y faire quelque chose, ça m'aurait toujours plu. Donc c'est vrai que l'idée était là. Donc Mons est venu comme une évidence plus que Lille ou autre chose. Par contre, Ath a été une surprise de dingue, puisque là c'est la ville d'Ath qui m'a téléphoné pour m'installer chez eux. C'était pas du tout prévu, on sortait du Covid, mais c'est vrai que pendant le Covid, j'ai eu la chance énorme de travailler avec Leonidas qui avait proposé que dans différentes villes on puisse déposer les boîtes de cupcakes pour que les clients puissent aller les récupérer chez eux. Bon, c'est compliqué en Covid, on sait que c'était très réglementé, mais du coup une fois par semaine on déposait dans X lieux différents des commandes de gens, et eux ça leur faisait aussi plus de passages, donc c'était un win-win, mais c'était un super échange. Et c'est vrai que là on a dit mais waouh, Ath c'est hyper impressionnant et à retenir, parce que vraiment on voyait la différence. On avait tourné Mons, on commence à déposer un petit peu partout pour pas que les gens se dépassent trop loin, parce qu'avec le Covid on essayait de faire le plus près possible. On essayait de trouver plein de points de vente, et c'est vrai qu'à chaque fois on disait mais Ath ça ressort quoi, il y a vraiment du monde. C'est vrai que dès qu'on est sorti un petit peu de ce confinement un peu compliqué, la ville d'Ath m'a demandé si je voulais m'installer en ville, et là je me suis dit waouh, c'est dingue qu'on me demande à moi de me déplacer. Donc là je l'ai vécu très bien, mais j'avais pas ce projet là, donc j'ai dit écoutez, dites-moi ce que vous avez à me proposer. On s'est rencontrés pendant 1 heure, j'ai droit à un tour de la ville, j'ai compris surtout l'esprit de la ville qui ne met pas de centre commercial à l'intérieur, qui privilégie les petits commerces de qualité, etc. Là, je me suis dit, ça fait sens, parce qu'il y avait rien de ce type-là dans cette ville-là. Maintenant, je sais qu'il y a quelques coffee shops ou des choses qui sont aussi un petit peu pas tout à fait pareil, mais qui sont un peu dans l'esprit. Mais il y avait pas du tout ça à ce moment-là. Juste un salon de thé qui était un peu plus loin, mais qui était purement un salon de thé. Je m'étais dit, waouh, c'est vrai que ça pourrait être chouette. J'ai pas envie de dire 15 jours après, mais un lieu se dégage sur la Grand Place. Improbable, et une super rencontre avec un propriétaire génial. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'en 3 semaines, j'étais embarquée dans un projet que j'avais pas demandé, qui m'est tombé comme ça, mais qui était, pour moi, un diamant. C'était magique. Cet endroit était dingue, à rénover, à refaire. Il avait vraiment pour moi tout. Il y avait un vieil escalier en colimaçon comme ça en bois. Il y avait vraiment moyen de retrouver cet esprit un peu vieillot à côté de ce magnifique hôtel de ville. Sur la place. Voilà, on était sur exactement. Ouais, tout à fait. Donc j'ai pas trop réfléchi sur Ath. Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore d'entrepôt? Non, l'entrepôt est venu après. Ath a rendu forcément, je vais pas dire la vie compliquée, mais ma vie à moi toute seule presque impossible en gestion, parce que j'avais gardé mes heures dans l'enseignement, quelques heures de cours de danse, j'avais du coup un enfant, et après je suis tombée enceinte de mon deuxième, et c'est vrai que je bossais, quand j'ai 80 heures, c'est même pas un chiffre, je réfléchis même pas, mais je ne vivais plus beaucoup, donc j'arrêtais vraiment plus jamais, je dormais 4 heures par nuit max, et c'était vraiment très intense parce qu'il y avait beaucoup d'heures perdues en trajet que je rentabilisais en dictée vocale, en 1000 trucs pour essayer de compléter ces heures-là, mais les heures de trajet, on sait pas les remplacer, donc j'avais déjà une base d'heures par jour qui était très très remplie en même temps que de trajet, donc je savais pas fournir, je savais pas pâtisser, je savais pas les coups de fil, les choses comme ça, les commandes, mais voilà, c'était assez dense, et c'est là qu'on s'est dit en fait à un moment donné, si je veux contrôler, être sûr que tout se passe bien partout, je sais plus être à 3 endroits différents, il faut trouver un autre fonctionnement. Ouais, là c'est vraiment une étape qui a été importante et qui a malheureusement été négative par après dans la fin de l'entreprise, c'est que ce soit en termes de banque, en termes de comptabilité, en termes d'évolution de l'entreprise, l'idée de l'entrepôt a été validée directement par tout le monde, dans le sens où j'avais eu une demande pour m'installer sur Bruxelles, puisque mon fournisseur de thé, qui est magique, qui est génial, m'a annoncé prendre sa retraite. Il allait d'office être repris sur l'île, mais sa boutique de Bruxelles, il allait la laisser. Il l'avait retapé pas longtemps avant, et au niveau agencement, pour un salon de thé, on est très proche de ce que moi, j'ai besoin en termes d'agencement aussi. Et donc il m'avait dit, voilà, te presse pas, je veux surtout pas, il avait appris en plus que j'étais enceinte, et je veux surtout pas te presser, etc. Mais sache que voilà, moi je vais quand même doucement arrêter. Je me dis que si jamais tu reprends, ça pourrait être génial, vu que c'est une continuité. Mété s'achète chez toi, et toi tu utilises Mété pour ton travail, et puis et forcément j'ai trouvé l'idée géniale, mais j'ai en même temps pris très peur, parce que j'étais déjà dans un débordement de 3 commerces. Je gérais beaucoup trop de choses, et j'en ai
tout à fait conscience seule. Et donc, c'était de se dire comment je peux faire développer cette entreprise qui visiblement demande d'être développée, sans que moi ça engage une cuisine entière en termes d'installation financière, de mettre au moins 2 ou 3 pâtissières parce que c'est ça qu'il fallait à chaque fois dans chaque commerce, et de mettre de nouveau des employés en vente. Enfin, il y avait vraiment une grosse machine alors qu'on venait de lancer Hâte et que du coup, forcément de partout il y avait plein de choses à payer, etc. Donc l'entrepôt est paru une évidence de dire en fait si après ça continue d'être en demande et de se développer à ce point-là, dans tous les cas si on a un entrepôt, on rajoute que des pâtissières sur un seul lieu où moi je suis. C'était à 3 rues de ma maison. Et donc le matin, je pouvais arriver à 6h du mat, vérifier comment ça se passait. Enfin, il y avait une aisance. Et donc, le fait d'avoir cet entrepôt qui était à 3 rues de la maison me permettait d'être beaucoup plus sereine sur la production. Je savais ce qui partait où. C'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que là, maintenant, si ça se duplique, je sais d'où ça part, je sais ce qui part. Là, il y a peut-être moyen de mieux gérer les choses. En boutique, l'idée, c'était de ne plus créer et tout sortait de l'entrepôt. Oui, on faisait quand même faire des choses en boutique parce que parfois on était pris d'assaut. Donc pour tenir la journée, on avait quand même quelques pâtisseries, mais donc on savait la quantité d'œufs, de farine, etc. Des choses qu'on mettait à disposition en boutique pour savoir refaire toujours des cookies, des cheesecakes. Enfin, il y avait quelque chose qu'on savait faire dans les boutiques en plus, mais pour le reste, on faisait tout en production matinale et on envoyait au quotidien les commandes, toute la production quotidienne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec s'est passé, le Covid avait quand même asséché la trésorerie comme pour beaucoup d'entreprises, mais vu qu'on avait lancé juste Hâte après qui a été un franc succès et qu'on avait la demande de Bruxelles, qu'on a lancé l'entrepôt, on a fait du coup à ce moment-là forcément comme tout le monde des gros crédits. Et en fait cet endroit était génial mais était très très grand. C'était un entrepôt de 250 mètres carrés qui avait une capacité du coup je pense pour faire le double de boutique que ce qu'on avait et dans lequel il y avait une très grande chambre froide, enfin un fonctionnement qui était beaucoup plus coûteux. Et on s'est pris la petite crise éco. Énergie. Ouais. Et ça a été très compliqué à gérer parce que on avait des prévisions forcément financières de ce qu'allait coûter le lieu. Mais en 4-6 mois, même pas prévoir. On savait pas du tout prévoir qu'on allait se prendre cette crise-là. C'est vraiment un mauvais concours de circonstances qui est difficile à digérer aussi parce que on se dit tous qu'on mérite pas ça, mais je suis pas du tout la seule. On a tous subi ça. Mais c'est vrai qu'en quelques mois, j'ai vu des factures arriver avec des sommes que jamais j'aurais pu imaginer, qu'on n'aurait absolument pas pu prévoir, alors qu'on avait bien prévu les choses. Parce qu'après le Covid, les 3 boutiques, finalement, quand elles se sont lancées, fonctionnaient bien. Toutes les boutiques fonctionnaient. Je t'avoue qu'il y avait un souci avec celle de Mons, c'est que je l'avais louée pendant 1 an. J'ai mis plus de 200 000 € de travaux pour la rénover en entier, pour qu'elle soit aussi belle que celle de Tournai. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. Et en fait, après, le propriétaire me l'a revendue. Mais il me l'a vendue au prix auquel il aurait pu le vendre à n'importe qui, alors que c'est moi qui venais de faire les 200 000 € de travaux. Donc forcément, la valeur était augmentée sur ce bâtiment. Donc j'ai dû acheter ce bâtiment avec une valeur qui était pourtant celle que moi j'avais injectée dedans. Donc ça avait été un petit peu difficile, mais en même temps, je me voyais pas avoir un autre propriétaire qui aurait pu me mettre dehors alors que je venais d'investir une somme énorme et je venais de me lancer, ça fonctionnait très très bien. Et donc c'est vrai qu'on s'était dit, il n'y a pas vraiment de choix, il faut le faire. Et du coup, je me suis retrouvée avec des crédits qui étaient énormes, que ce soit en achat de bâtiment ou en rénovation qui était encore en cours. Et par-dessus tout, l'entrepreneur qui a fait les travaux de la boutique de Mons a été totalement malhonnête. Et donc, jusqu'à la fermeture de Millipat, j'ai passé mon temps à réparer des erreurs, des problèmes de câblage, de tout, d'escalier, de tout. Enfin, j'ai eu des soucis de chauffage, tout. T'as essuyé pas mal de malchance finalement. Tout, exactement, en même temps. Et donc, c'est vrai que Mons me coûtait beaucoup plus cher que les autres boutiques. Forcément, de par tous ces choix-là. Mais en plus de ça, c'est la ville qui s'est super bien développée, et je la félicite, c'est pas du tout un reproche, mais qui s'est très 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 fort développée au niveau alimentaire. En quelques années après le Covid, la ville a fourni des super aides pour se lancer. Et en fait, je dis pas qu'on trouve des cupcakes à toutes les rues dans Mons, mais on en est pas très loin, tu vois. Alors qu'avant, il y avait personne. Quand j'ai démarré, il y avait 2-3 trucs sur Mons grand max. Là, on est à 15, au moins 15 trucs sur Mons qui proposent et qui sont géniaux, hein. C'est pas du tout un reproche, au contraire. Non, mais chacun a son univers, son truc, et donc c'est génial. Tout le monde est différent, c'est pas du tout un reproche, et je trouve qu'en tant que personne, me balader dans Mons est hyper agréable parce qu'il y a justement énormément de choix et de choses différentes. Mais c'est vrai que forcément, l'offre se multipliant, les gens étaient un petit peu plus rares, même si ça fonctionnait toujours très bien, mais ça ne compensait pas tout ce que moi je venais de réinvestir. Du coup, les chiffres étaient déjà un peu différents entre Mons, Hâte et Tournai. Donc Hâte et Tournai cartonnait, Mons marchait, mais par rapport aux dépenses faites, c'était un peu moins évident. Est-ce que dans cette progression que tu as eue de carrière, tu as été conseillé, orienté ou alors c'est vraiment à chaque fois des démarches à part ta comptable ou t'as été toi-même solo? C'est ça.
Ma comptable a été, heureusement que c'est ma cousine, je pense que sinon, je sais pas comment on aurait fait. J'ai vraiment eu l'impression de vivre effectivement l'aventure seule, ce qui m'en rend extrêmement fière, mais qui a aussi été très difficile à plein de moments. Mais j'ai eu, que ce soit effectivement ma famille, mes amis, ma comptable. Après, dans mon environnement, mon parent est architecte. Enfin, j'ai quand même eu des gens qui étaient autour de moi, qui étaient quand même des gens qualifiés. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu ce que tu viens de dire au niveau orientation, conseil, etc. Ça, j'ai pas eu. Et plusieurs fois, en tout cas sur la fin et même après, on m'en a déjà parlé plusieurs fois que j'aurais dû effectivement être mieux orientée ou conseillée. Maintenant, voilà, je pense que c'est sûr et certain que les choix pour moi n'étaient pas mauvais, mais par contre, ce qu'on s'est pris comme circonstance les 2-3 dernières années n'était pas vraiment prévisible, donc c'est un peu compliqué de juger ou d'essayer de faire marche arrière. Non. Et donc, tu as eu cette crise énergétique, tu as vu les factures arriver. Est-ce que ça a été très vite à ce moment-là où tu as senti qu'il n'y avait pas moyen de redresser la barre? Disons que l'élément supplémentaire à ce moment-là, c'est que j'étais enceinte. Et ça, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce qu'il y a 7 ans d'écart entre mes 2 enfants. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis gynécologiques. On m'a dit que j'aurais pas de deuxième. Et donc, cet enfant arrivait 7 ans après. Et pour moi, c'était un vrai miracle. Et je voulais évidemment tout faire pour que ça se passe bien. Et je me suis retrouvée alitée les derniers mois de la grossesse, alors que c'était pile le moment où je ne savais plus quoi faire de cette crise qui rendait les comptes très compliqués. Et je t'avoue que cette partie-là, ces quelques mois-là ont été très difficiles parce que plein de gens peuvent le voir. J'ai fait des ateliers en étant en chaise roulante parce que je ne voulais pas arrêter de travailler. Je refusais de laisser couler. C'était impossible. Enfin, pour moi, c'était inconcevable de lâcher mon entreprise parce que pour moi, il y avait toujours moyen de la sauver parce que les chiffres étaient bons, mais par rapport à ce qu'on prenait comme crise, j'arrêtais pas de me dire punaise, c'est pas possible, ils vont arrêter ça, ils vont donner des aides comme pendant le Covid, ils vont faire quelque chose. Rien ne s'est passé et je ne pouvais pas rester dans mon lit, c'était impossible. Tu sais jamais t'arrêter en fait. Non, je pense que si l'entreprise était sereine, qu'il n'y avait pas de problème, j'aurais sûrement vécu ma grossesse complètement différemment. C'est vrai que le fait d'avoir vu les choses s'effondrer de partout, de voir les factures être beaucoup plus grosses que ce qui était prévu, et donc de voir que je ramais clairement, mais j'aurais voulu être là 10 fois plus. J'aurais voulu pouvoir créer plus, faire plus d'ateliers, être sur 1000 plans différents et chercher plein de solutions. Et en fait, j'étais complètement mal à l'hôpital tout le temps. Enfin, ça a été très challengeant. Une grossesse heureuse que tu as vécue. Est-ce que mentalement, tu t'arrivais à vivre pleinement cette grossesse? Pleinement une grossesse indépendante compliquée. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai essayé de maintenir tout ce que j'ai pu. Puis mon premier était du coup hyper heureux de devenir grand frère. C'était son rêve depuis des années. Je me disais toujours non, ce sera pas possible. Il y a quand même eu aussi du bonheur personnel. Il y en a eu, mais c'est vrai que c'est quand même une phase compliquée. On va pas se cacher là-dessus, ça c'est certain. Dans les étapes qui ont été vers la fin, j'ai lancé donc ce qui s'appelle une PRJ au niveau de l'entreprise, donc une procédure de redressement judiciaire. Donc ça veut dire qu'avec au niveau comptable et avocat, on constate que le souci n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'entreprise, mais dû à un souci. Donc là, clairement, c'est la crise. L'idée, c'était de se dire, on stoppe tout, on voit comment ça fonctionne. Tous les trimestres, on faisait des bilans comptables qui étaient surveillés du coup par l'avocate, histoire de se dire, est-ce qu'en fait l'entreprise sait faire face en étalement de paiement à tout ce qui a été stocké parce que pendant la crise, j'ai plus su payer X factures. Donc on a fait ce bilan-là par trimestre. Je veux dire, en pâtisserie, nous on fonctionne très bien l'hiver parce que les gens veulent du chocolat et du réconfort. On fonctionne plus ou moins bien quand c'est le printemps, mais c'est vrai qu'en été, c'est la plus creuse parce que les gens mangent des glaces, parce que les gens sont en vacances, et qu'à part les mariages, c'est une saison qui est beaucoup plus calme, tout le monde prend ses congés. Et en fait, ce qui s'est passé, pour faire très simple, c'est qu'à la fin du 3e trimestre, qui est donc mon pire trimestre puisque c'est le trimestre de l'été, mon avocate m'a informé que ce trimestre-là étant négatif, elle n'attendra pas mon 4e trimestre, qui est pourtant mon meilleur trimestre puisque c'est celui de septembre à décembre. Elle m'a informé en fait que pour passer, ma date de tribunal c'était en fin janvier, que du coup en terminant en décembre mon dernier trimestre, elle n'aurait pas le temps en fait de l'éplucher pour l'envoyer au créancier pour être dans les délais pour me présenter en janvier, et que du coup elle devait se baser sur mon 3e trimestre qui était totalement négatif. Elle m'a dit que par rapport à ce trimestre-là, elle allait devoir me déclarer en faillite. Ça c'était atroce parce que cette PRJ n'était pas négative à part mon 3e trimestre, mais je le connais depuis 10 ans, 3e trimestre. Je sais très bien que c'est un trimestre qui est mauvais et je sais qu'on compense sur le 4e trimestre, donc moi j'étais absolument pas inquiète. Avec les années d'expérience, tu pouvais pas justement argumenter que ça tienne la route. Je lui ai expliqué que c'était toujours le moins bon et qu'après c'était le meilleur. Ça tient pas pour le problème c'était une question de date par rapport à mon tribunal de janvier, incluant
conclure le 4e trimestre n'était pas possible, donc la situation était négative. Mais voilà, je veux dire, les derniers mois avant, j'avais décidé de vendre la boutique de Mons, donc j'avais déjà publié qu'elle se vendait, parce que clairement, si je vendais cette boutique-là, j'assainissais toute la situation. Et dans ce cas-là, tout redémarrer à zéro. Et j'avais même déjà décidé du coup d'arrêter l'entrepôt pour remettre le fonctionnement qu'on avait avant, mais de fonctionner différemment pour que moi je ne crée plus à aller partout, mais qu'elle retourne dans les boutiques. On supprime l'entrepôt. Ouais. Donc j'avais trouvé un repreneur pour l'entrepôt qui est génial, qui est des Pauvrac, qui a hâte et à tourner, etc. Donc je lui ai passé le relais. Donc ils sont installés là depuis. Donc j'avais un repreneur pour un lieu et j'avais mis en vente le second qui me posait un souci. Donc pour moi, en aucun cas je pensais que l'histoire s'arrêterait, puisque j'avais les deux solutions pour les deux problèmes, on va dire. L'installation trop coûteuse suite à me coûtait trop cher, c'est terminé, j'avais trouvé un locataire et la boutique était en vente. Donc pour moi les choses allaient se remettre d'une façon ou d'une autre correctement, même si ça incluait un changement au niveau de l'équipe, même si ça enchantait pas toutes mes employées, elles avaient toutes très bien compris la situation et leur but c'était aussi que ça fonctionne tout comme moi. J'allais dire comment ça se passe avec des employés comme ça pour communiquer par rapport à la faillite ou le risque que tu as. C'est forcément pas évident parce que j'ai des employés qui étaient là depuis quasiment le début et qui n'ont vu que de l'évolution. Forcément, quand on vit dans un univers qui évolue, dans lequel on se sent bien, c'est vrai qu'à la fin il y avait une dizaine de personnes quand même qui travaillaient pour moi, en dehors des étudiants, etc. Parce que du coup ça fait quand même plus de gens, mais le noyau, je vais dire, des personnes qui étaient vraiment derrière moi sont devenues pour moi comme ma famille. Je veux dire, que ce soit les anniversaires, que ce soit Noël, enfin tous les moments marqués, des personnes qui étaient tout le temps avec moi, qui m'ont soutenue. J'ai toujours beaucoup échangé, y compris quand ça n'allait pas. Elles m'ont vu en pleurs je sais pas combien de fois aussi, parce que j'ai cherché tous les moyens possibles. J'ai expliqué la PRJ parce que je voulais pas non plus, au cas où quelque chose se passait mal, qu'elles ne le sachent pas. Je veux dire, c'est les premières personnes à devoir être au courant de T'as voulu être transparente jusqu'au bout. Oui, ça c'est certain. Donc voilà, après le jour où on m'a dit que malheureusement fin janvier au tribunal je serais d'office mise dehors, on était le 1er ou le 2 décembre je crois, on venait de faire toute la sélection de Noël et je venais de faire toutes les photos de Noël, je venais de les divulguer et j'étais occupée à préparer le site internet pour mettre les prix et lancer les réservations. Et donc là forcément j'en ai parlé avec ma comptable, parce que nous décembre c'est un mois où on bosse énormément, où je vois pas mes enfants, où mes employés font des heures pas possibles pendant des nuits, des matinées, c'est un mois qui est très intense, où on est très content aussi parce que c'est un moment qui est très gai mais qui est très très intense. Mais c'est vrai qu'en janvier par contre on se prend, comme les indépendants, toutes les douilles, donc toutes les factures sont énormes en janvier parce qu'il y a les assurances, les machins, tout tombe toujours au mois de janvier. Donc je sais qu'en général le beau chiffre de décembre cache après le mauvais chiffre de janvier, que moi j'allais avoir plein d'heures sup, et en fait je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut la peine d'emmener jusque janvier tout le monde, parce que je dis moi je vais leur faire des heures de fou, moi je vais plus voir mes enfants, on va tous streamer en sachant qu'en plus c'est la fin, et c'est super triste. Et puis je me dis, et puis en janvier je vais me prendre encore des choses qui vont rajouter des sommes négatives sur l'entreprise. Donc j'ai en fait, tant que j'ai pas lancé les réservations, que je suis pas engagée envers les gens, envers Noël, qu'il y a rien. Il y avait juste à Saint-Nicolas où j'ai vite remboursé tous les gens avant que ça s'arrête. Avec ma comptable on a dit alors on s'arrête. Il vaut mieux arrêter maintenant que d'arrêter en janvier. Donc la décision c'est sûr qu'elle vient de moi, mais après est-ce qu'elle a vraiment été choisie? Pas du tout. Enfin je veux dire les choses c'est compliqué de. T'as voulu un peu éviter la casse et éviter, je voulais pas que ça se poursuive pour quand même en fait se terminer négativement. Donc j'ai préféré stopper que de faire crever tout le monde. Jusque là en fait j'avais pas envie de poursuivre quelque chose qui pour moi de toute façon était fichu. Ça n'enlève rien au fait que pour moi c'est une injustice de dingue et que c'est hyper difficile à maîtriser, parce que je pense que genre la PRJ, c'est moi qui ai choisi d'aller vers une solution qui allait m'aider parce que j'avais un souci. Autant ça, je m'y attendais tellement pas, c'était tellement pas possible, et j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus comme une enclume. Enfin, c'est un truc, c'est très difficile à décrire, mais je l'ai pris c'est un choc de dingue. Donc je suis pas encore remise, c'est un deuil avec plein de phases, c'est hyper compliqué. On sent que t'es encore dans l'émotion. Après, ça ne fait que un an et demi. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, ça va faire un an et demi. C'est ton bébé qui a grandi, tu en es fière de ce que tu as réalisé. C'est sûr qu'on se remet pas aussi facilement, donc t'es effectivement encore dans la phase de deuil. On sent quand tu as fermé, tu as publié beaucoup sur cet événement. Tu as eu beaucoup de soutien aussi. J'ai vu que tu avais publié même pour les ventes des dernières denrées périssables, etc. T'as eu beaucoup de gens qui sont venus te voir. Même à ce moment-là, t'as pas lâché. T'aurais pu être sous ta couette en disant je veux plus voir personne pendant les 6 mois à venir. C'est clair. Et tu as toujours continué, et maintenant, 1 an plus tard, tu es toujours Milipat sur les réseaux. Oui. Tu es toujours en train de pâtisser. Oui, c'est vrai. On va un petit peu avancer pour voir un petit peu. Non, t'as raison. On va repartir dans le positif. Explique-moi. Non, mais je pense que ça part du point de départ de tout début de ce qu'on a échangé ensemble, c'est le partage. C'est la première raison, c'est ça. Et donc ça c'est jamais arrêté, y a pas de raison. Ouais, c'est clair. Et Émilie, elle en est où là maintenant, alors un an et quelques après, dans tes projets et dans ta vie? Je suis reconnaissante de jamais avoir lâché mes autres boulots, parce que pendant des années ça a été un challenge de tout conserver.
De toute façon, déjà, les enfants, en général, ça remet les pieds sur terre parce qu'il faut les lever, les nourrir. Il faut continuer de vivre tous les jours. Donc, ça, c'est sûr, c'est un premier moteur. C'est un boost, malgré tout, d'avoir toujours ces enfants. Est-ce que tu as des projets, malgré ce... J'ai pas envie de parler d'échec parce que finalement, c'est quand même une belle réussite que t'as. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs de ton parcours. Oui. C'est une expérience de vie que tu as Oui, tout à fait. Est-ce que ça te donne envie d'avancer, d'avoir d'autres projets? Est-ce que c'est dans la pâtisserie ou alors dans tes autres casquettes que tu n'as jamais arrêté? Oui. Ben, je suis beaucoup dans le questionnement parce que le fait que la clôture de faillite ne soit toujours pas faite, donc l'entreprise est toujours là, c'est compliqué de tourner la page quand quelque chose n'est pas clôturé. Donc j'ai eu beaucoup de rebondissements pendant pas mal de mois. Et donc j'ai quand même dû rester, et quand t'es toute seule en plus c'est toi qui fais face à tout, donc c'est vrai que j'ai dû rester au taquet pendant longtemps. Ici ça s'apaise doucement, j'ai de moins en moins de rendez-vous, de choses, tout se calme quand même parce que tout a été repris, reloué. J'étais encore à Mons il y a pas très longtemps par rapport à la relocation d'un nouveau locataire et la nouvelle propriétaire ne connaissant pas le bâtiment, j'ai aidé aussi pour ça. Donc tout ce que j'ai pu faire dans l'accompagnement, dans l'aide par rapport au fait de passer le relais pour essayer que les choses se passent le mieux possible, je l'ai fait. Et ça, j'y tenais à chaque fois. Plein de gens me disent, mais en fait, Émilie, tu t'en fous. C'est fini, en fait. Passe à autre chose et oublie tout ça. Mais en fait, vraiment, pour chaque lieu, pour chaque chose, j'ai été démontée, nettoyée, faire en sorte, en fait, que pour les suivants, ce soit cool. Je trouve que personne n'a à subir. J'étais la première à le subir, donc je pense que personne n'a à subir cette faillite, peu importe dans quelle position. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire du mieux. Et je pense que moi, ça faisait partie aussi de mes étapes de voir les choses se vider, être terminées, clôturées, fermer la porte, rendre la clé. C'est des étapes qui sont pas faciles, mais qui moi me permettent au niveau de mon chemin de me dire je l'ai fait, je l'ai bien fait. Ouais. Donc ça, j'ai besoin de le faire jusqu'au bout. Le fait que la faillite ne soit pas clôturée, c'est vrai que ça aide pas à vraiment clôturer ce chapitre-là de ma vie. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai jamais perdu, et pourtant j'ai cru, j'ai jamais perdu cette envie de partage et de pâtisserie. Ça, c'est sûr que que ce soit par mes enfants qui sont forcément gourmands, mais ça c'est ma faute. Il faut toujours faire des crèmes, des cookies, des gâteaux. Ils invitent toujours les copains après l'école. Tous les jours, je pense que si c'est pas pour moi, je suis en train de pâtisser. Ce goût à la pâtisserie, tu le gardes. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qui t'a dégoûté. Non. Le goût de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça c'est autre chose, c'est-à-dire que j'aimerais remonter quelque chose. Ça, je pense que ça fait partie de moi. Ce que je suis sûre, c'est que je veux refaire des ateliers parce que les gens m'en demandent tout le temps. Bon, les gens me demandent des gâteaux, mais ça, c'est autre chose. J'explique que c'est pas possible pour le moment. Mais c'est vrai que cette notion de partage, pour moi, elle est hyper importante et je me sentais hyper accomplie là-dedans. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment retrouver, mais j'ignore vraiment comment. Je me dis peut-être juste en indépendante complémentaire de retrouver simplement un endroit où je me sens bien pour de nouveau commencer à donner des cours de pâtisserie et vraiment voir si après je recommence à pâtisser de façon professionnelle. C'est que pour le moment, c'est que pour la famille, les amis, parce que je veux pas perdre ce goût-là et parce que j'aime, ma cousine s'est mariée il y a 2 semaines, j'ai adoré faire des macarons pour son mariage. Ça tombe sous le sens pour moi d'être toujours dans la pâtisserie et dans le partage parce que ça reste ma base. Mais je sais pas si je voudrais vraiment relancer une grosse entreprise ou pas, mais voilà, relancer mon petit truc à moi, oui, je pense que oui, ça reste. Oui, mais voilà, mais je me dis, il y a 10 ans, j'ai fait pareil, je voulais faire une toute petite boutique et regarde. Après, c'était trop bien, c'était un parcours de fou et c'était super et ça a été 10 ans d'aventure géniale et comme tu disais, ça a été mon bébé, je l'ai vécu vraiment comme mon deuxième enfant et je l'ai fait grandir, évoluer du mieux que j'ai pu. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé, mais il faut le temps juste que je digère les choses et que je vois avec la vision que j'ai aujourd'hui, avec 2 enfants qui sont plus grands, qui ont besoin de moi aussi, de me dire, dans quelle mesure est-ce que je me sens de refaire ça ou ça. Parce qu'avec le recul, les premiers mois ont été très difficiles, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de mon trop d'implication, parce que d'un coup, il n'y a plus rien, c'est un vide de fou. Et combien de fois je me réveillais par nuit, je dois faire les cupcakes, il est quelle heure, non, l'équipe, machin. En fait, non, il n'y a plus rien, je peux me coucher, mais je me suis réveillée en stress des milliers de fois. Je me suis levée plein de matins en me disant, ok, c'est mercredi, c'est un gros jour. Ah ben non, pas du tout. Les réflexes qui étaient ancrés depuis, le rythme qui était là, qui est venu au fur et à mesure et qui est devenu très très intense, était tellement ancré en moi que quelque part, plus maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que les 6-8 premiers mois, ça m'arrivait plein de fois de me lever le matin, on était sûr que je partais pour une journée pour voir l'équipe, c'est bizarre que j'avais pas de message, de faire ça, on est bientôt à Noël. Peut-être qu'ici c'est une étape de ta vie où tu peux profiter finalement, là où t'as vécu à 300%, ralentir le rythme pour te recentrer sur toi, sur ce que tu veux faire, rebondir, ça peut t'aider. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me dis que mes enfants ont été l'élément qui m'a le plus aidé à tenir debout, ça c'est sûr et certain dans mon quotidien. Et plein de fois, je me dis qu'au final, parce qu'il faut quand même voir des choses positivement dans cette situation, c'est de me dire que mon bébé, je pense pas que je l'aurais vu aussi bien grandir, parce que j'étais tellement prise dans 1000 choses que avec le recul, je sais pas comment j'aurais fait. Bon, j'aurais sûrement fait parce qu'en soi, voilà. Mais c'est vrai, je l'ai déjà fait, je me dis que ça s'est bien passé, donc il y a pas de raison. Mais l'un dans l'autre, je me dis que je
profite et que j'ai plus vu mes enfants, mon grand a vu beaucoup de différences. Plein de fois, on a beaucoup parlé ensemble parce que lui, il est arrivé dedans. Forcément, il y avait 3 mois, il a toujours été à mes côtés. Il dessinait pendant mes ateliers, il a été dans toutes mes boutiques, il a tenu mes boutiques, il m'a aidé. Enfin, il a été des petites mains, il a été partout pendant. Enfin, tout le monde l'a vu dessiner dans la boutique, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que aussi, c'est un gros changement de vie pour lui aussi. Le plus petit connaît beaucoup moins cet univers-là, forcément, parce qu'il fait du tout la même chose. Ce sont 2 loulous qui ont une maman qui est là pour eux, et je pense que ça, c'est quelque chose de très positif que je dois retenir de cette période. Mais c'est vrai que de me dire de me relancer, je voudrais quelque chose qui est plus équilibré, parce que du coup, depuis un peu plus d'1 an, je vois que j'ai besoin aussi de ce temps-là avec mes enfants. Donc, je me dis que ça, il faut le voir positivement, et que mes 2 autres boulots me plaisent, et peut-être qu'avant je les faisais plus machinalement parce que j'étais tellement prise par le reste que je pense que je fonctionnais, mais là c'est vrai que j'écris plus de nouveaux dessins, de nouveaux trucs pour aider les élèves à faire d'autres choses. Tu t'accomplis peut-être un peu plus dans cet univers-là. C'est ça, je pense que je me laisse plus de place dans ma vie parce que je l'ai pour le moment, donc j'en profite, mais je me dis en fait j'ai ce temps-là, je suis quand même coincée. Donc tant que je peux rien lancer d'autre et que je suis pas investie dans autre chose, autant faire ça. Donc du coup. Et un projet de livre. Ah oui, celui-là, il me tient à cœur de fou. Ce bouquin, je l'ai écrit très très vite. Et au début, j'écrivais beaucoup, alors qu'en fait, je pense que au final, je vais retirer ce que j'ai écrit. Je pense que le plus simple reste de transmettre en fait ce que moi j'ai voulu transmettre en lançant Millipat, mais à travers des recettes. Donc je veux vraiment être que dans les recettes, mais que l'univers de Millipat soit présent dans le livre. Donc je veux qu'on sache si c'est je sais pas si je mettrai par chapitre ou si je mettrai de nouveau un nom d'un personnage, si je mettrai quelle musique, si c'est le matin du mai fleuri qu'il faut écouter en faisant ce gâteau, ou je trouverai un lien, mais je veux vraiment qu'on retrouve l'univers à travers les recettes, mais ça l'écriture il est toujours en cours alors. Oui, les 52 recettes sont faites, c'est l'harmonie autour que je veux trouver, et puis j'ai travaillé avec une super photographe pour ça. Donc je suis très 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 branchée sur le sujet. Mais voilà, ça va venir en tout cas, c'est sûr. Si tu devais retenir une chose de cette expérience positive. De toute façon, c'est positif. Oui. Oui, de toute façon, c'est positif. Parce que c'est dur, mais parce que quand c'est pas son choix, ou que c'est quelque chose qu'on subit, ou qui est de nouveau, comme si c'est pas un échec. Quand c'est quelque chose qui est compliqué, une phase qui est compliquée, faut savoir passer à travers, même si c'est dur. Donc je sais que j'y arriverai, j'ai pas peur, je sais que j'y arriverai, c'est pas facile, mais j'y arrive. Enfin, en fait, c'est bête, mais je pense que je vais revenir sur le mot du partage, en fait. Je pense que vraiment, c'est cette notion-là qui m'a animé le plus. Je pense que être derrière le comptoir à voir les gens s'émerveiller, c'est vraiment avoir la vie des gens, échanger avec les gens, partager. Quand je l'ai créé, c'est parce que je pensais à ça, mais c'est génial. J'ai modifié un appage de cupcake en 2 ans, 2 fois, parce que, mon cupcake Violette, parce que les retours et les gens, enfin, c'est le partage en fait avec les gens qui fait l'évolution des choses. Je pense que ça c'est le côté humain du truc, et de voir les gens heureux, les retours après les anniversaires, que ce soit les gars, que les gens envoient leurs photos, leurs souvenirs, ou envoyer juste un merci, parce que beaucoup de gens, quand ça se passe bien, on n'a pas de nouvelles, mais on avait quand même parfois des mots de remerciement. Et c'est vrai que moi, cette partie-là, de me dire qu'on fait partie, en fait, des moments importants de la vie des gens, c'est trop génial. C'est trop génial. Voir les gens, enfin, maintenant, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. J'alimente beaucoup les échanges avec les gens, peut-être trop. Je montre toujours tout ce que je fais en cuisine parce que je sais jamais m'arrêter. Mais quand je reçois des gens qui me montrent, j'ai fait tel gâteau, regarde, j'ai su faire ma première pièce montée, tu m'as montré il y a 2 ans comment on fait, c'est ça qui me reste. Et je me dis, au final, c'était la base du truc. Il y a eu plein d'évolutions de fou, et ça a été une aventure géniale. Mais de voir qu'en fait, ce qui reste, c'est le partage, c'est le plus beau. Et la transmission, un peu. Exactement, aussi. De me dire, non, Hélène qui me dit tous les dimanches, c'est mon moment avec ma petite fille, on fait ça, c'est génial. Je me dis, j'ai donné les bonnes recettes aux gens. Les gens, ils ont les bases et ils sont partis, quoi. Ouais, t'as marqué les gens, je pense, grâce à ton univers et à ce que t'as créé. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir. C'était un plaisir aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec la lumineuse Millipat. J'espère que son histoire vous a inspiré et vous a donné une dose d'espoir. Un grand merci à Millipat pour sa transparence et sa générosité. Je tenais à vous dire que malheureusement, un petit incident technique a eu lieu pendant l'enregistrement et que la qualité sonore de la deuxième partie de l'interview n'est pas optimale. J'ai fait de mon mieux pour corriger ça, mais je trouvais que le message de Millipat était si important que je ne pouvais pas ne pas la partager avec vous. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à me laisser une note en commentaire. À très vite pour un nouvel épisode de Côté Canap'.